Intéressons-nous à présent à un personnage central du droit des sociétés qui est le dirigeant. Le dirigeant, c'est l'organe qui va représenter la société. On l'a dit jusqu'à présent, la société est une personne morale distincte de ses associés, qui dispose de droits et d'obligations. Néanmoins, la société n'étant qu'une personne morale, elle ne peut pas prendre son stylo et signer les actes. Il faut donc quelqu'un qui va intervenir et qui va physiquement la représenter. Il va s'agir du dirigeant. Son nom d'ailleurs peut varier selon la forme sociale. On parlera tantôt de gérant, parfois dans la SAS de président, on parlera de directeur général, d'administrateur. Effectivement, le statut de dirigeant va varier selon la forme sociale. Néanmoins, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, il existe des traits communs à tous les dirigeants, quelle que soit la forme sociale choisie. Tout d'abord, intéressons-nous au statut des dirigeants. Le dirigeant, on l'a dit, agit au nom et pour le compte de la société. Il y a une identification de la société à l'action de son dirigeant. C'est-à-dire que lorsque le dirigeant va contracter au nom et pour le compte de la société, c'est en fait la société qui va s'engager. Lorsque le dirigeant, dans sa gestion, va commettre une faute dans une action qu'il réalise dans le cadre de sa mission, eh bien finalement, c'est la société elle-même qui va commettre cette faute. Si le dirigeant, dans le cadre d'un contrat, commet une erreur, cause de vice de son consentement, c'est en fait la société qui est victime de l'erreur et qui pourra demander la nullité. Donc il y a une vraie identification de la société à l'action de son dirigeant. De ce fait, la jurisprudence a dégagé un devoir de loyauté à la charge de ce dirigeant qui va impliquer que le dirigeant ne puisse pas concurrencer la société lors de son mandat social et également lorsqu'il quittera ses fonctions. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en qualité de dirigeant social, le dirigeant aura eu accès à des informations confidentielles, aura une connaissance telle de la société qu'il serait trop dangereux pour les associés de lui permettre d'utiliser ces informations pour développer une activité concurrente à la société. Le fait d'être dirigeant n'est en principe pas lié à une qualité de salarié. Le dirigeant est un mandataire social, bénéficie donc d'un mandat social et non d'un contrat de travail. Néanmoins, il peut cumuler ce contrat de travail avec le mandat social, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions effectives. Donc ce n'est pas un emploi fictif, que ce soit des fonctions totalement distinctes de celles de mandataire social, c'est-à-dire qu'en plus d'être mandataire, il va se charger de la comptabilité, par exemple, de la société. Ce n'est pas une mission qui revient directement au mandataire social en principe. Et il faut aussi qu'il ait, souvent ça se traduira par une rémunération distincte, et puis il faut surtout qu'il y ait un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il faut toujours que notre dirigeant salarié, s'il l'est, puisse en référer à quelqu'un qui aurait une autorité hiérarchique sur lui. En conséquent, il n'est pas possible un tel cumul lorsque notre dirigeant est déjà associé majoritaire. Un associé majoritaire qui serait dirigeant et salarié ne pourrait en fait recevoir d'ordre de personne puisqu'il serait hiérarchiquement au sommet de la société. Donc notre mandataire social n'est pas de droit salarié mais peut l'être. Il n'est pas non plus de droit commerçant. En revanche, bien sûr, notre dirigeant peut être associé. La nomination du dirigeant, eh bien, elle va marquer le début du mandat social. Notre dirigeant peut être nommé soit dans les statuts, ce sera souvent le cas lors de la constitution de la société, mais ultérieurement, en cours de vie sociale, ce sera généralement plutôt la voie de la décision en assemblée générale qui sera préconisée car elle va être moins lourde. Elle sera faite généralement à la majorité simple alors que la modification des statuts nécessite une majorité qualifiée. Le mandat eh bien, sera d'une durée fixée par les associés à moins que c'est le cas pour certaines formes, cette durée soit encadrée. Il peut être à durée déterminée ou indéterminée. Et cette nomination devra faire l'objet de publicité. Pourquoi? Pour informer les tiers de l'identité de la personne habilitée à représenter la société. Cette personne figurera sur l'extrait cabis qui est la fiche, la carte d'identité de la société disponible.
Ce mandat prend fin pour différentes causes. Tout d'abord, l'arrivée du terme du mandat, puisque nous avons dit que le mandat pouvait être à durée déterminée, il prendra fin automatiquement. Le dirigeant peut également démissionner. Attention, dans ce cas-là, il devra respecter un certain préavis, un préavis raisonnable pour ne pas mettre la société dans une difficulté particulière et lui permettre de lui laisser le temps de trouver un autre mandataire. Bien évidemment, le mandat prendra fin au décès du dirigeant. Il prendra fin également du fait de la dissolution de la société ou de sa transformation. Mais également, le dirigeant verra ses fonctions se terminer par la révocation dont il ferait l'objet à l'initiative des associés. Cette révocation, qui est source de beaucoup de contentieux, va répondre à un certain nombre de conditions. Tout d'abord, selon la forme sociale, sera ou non nécessaire l'exposition d'un juste motif. Dans la majorité des formes sociales, on verra qu'il faut un juste motif pour révoquer un dirigeant. Ce juste motif est laissé à l'appréciation des juges, mais il peut s'agir d'une mauvaise gestion, d'une perte de confiance des associés à l'égard de l'associé. C'est la solution la plus protectrice pour le dirigeant, puisque, je vous rappelle, le dirigeant n'est pas salarié, on l'a dit tout à l'heure, de droit en tout cas, donc il ne bénéficie pas du droit du travail. Et donc, il ne bénéficie pas de la protection liée à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse comme en matière sociale, ce qui est très protecteur des salariés. Donc, notre dirigeant pourra quand même bénéficier très souvent, dans la plupart des cas, de cette exigence du juste motif, qui est moins intéressant qu'en droit du travail, mais tout de même une certaine exigence. Mais dans les cas les plus dangereux pour le dirigeant, par exemple dans le cas des administrateurs, sa révocation pourra être ad notum, c'est-à-dire sans qu'un juste motif ne soit nécessaire pour justifier sa révocation. En l'absence de juste motif, notre dirigeant aura droit à des dommages et intérêts. En plus de ce juste motif, la révocation doit respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire que notre dirigeant doit être informé de ses motifs pour pouvoir s'en expliquer, et il devra également ne pas faire l'objet de démarches injurieuses, vexatoires, humiliantes. Par exemple, le dirigeant qui du jour au lendemain se verrait jeté dehors, obligé devant tout le monde de remettre ses clés et d'embarquer ses affaires sans pouvoir dire au revoir. Voilà, ces conditions-là pourraient être jugées comme étant attentatoires à ses droits. Maintenant, attachons-nous au pouvoir des dirigeants. Faisons une distinction entre les rapports du dirigeant avec les tiers à la société, et puis nous verrons ensuite les rapports en interne avec les associés. D'abord, dans ces rapports avec les tiers, le dirigeant peut accomplir tous les actes que la loi ne réserve pas expressément à la compétence des assemblées générales d'associés. Cela recoupe de très nombreux actes dans lesquels il va représenter la société et il va assurer la gestion courante de la société, c'est-à-dire conclure les contrats quotidiens, gérer tout ce qui est nécessaire pour que la société fonctionne. Mais ça peut être aussi des actes beaucoup plus ponctuels et plus graves, par exemple la constitution de filiales, l'acquisition de biens importants pour l'activité de la société. Le dirigeant a un rôle important. Attention, néanmoins, l'activité du gérant ne doit pas venir compromettre la poursuite de l'objet social. Par exemple, si une société a pour objet l'exploitation d'une activité qui nécessite une grosse machine, par exemple, très particulière, si le gérant venait à vendre cette machine, rendant impossible la poursuite de l'activité, on considérerait qu'il viendrait ici porter atteinte à l'objet social. Or, l'objet social figurant dans les statuts, seuls les associés peuvent venir modifier cet objet social. On considérait donc ici que le dirigeant n'a pas respecté les pouvoirs qui lui sont dévolus. Ensuite, maintenant, voyons les rapports du dirigeant avec les associés. En théorie, il a les mêmes pouvoirs qu'à l'égard des tiers, c'est-à-dire tous les pouvoirs pour représenter la société dans son intérêt. Néanmoins, dans la pratique, on constate que souvent les associés, un peu méfiants à l'égard du dirigeant, sont enclins à encadrer ses pouvoirs, et pour cela, ils vont stipuler dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire, pacte d'actionnaires, des clauses qui vont prévoir que dans certaines hypothèses,
certains actes devront, au préalable, avant d'être passés par le dirigeant, devront être autorisés par les associés. Ça peut être les actes les plus importants, mais ça peut être aussi des actes moins importants, mais avec des montants considérables. Eh bien, dans ce cas-là, le dirigeant devra au préalable requérir l'autorisation des associés. Néanmoins, cela reste des règles des règles internes, par exemple d'ordre interne, et ces clauses limitatives de pouvoir ne sont pas opposables au tiers. C'est-à-dire que même si le dirigeant vient à violer ces règles limitatives de pouvoir, la société restera engagée pour protéger les tiers, et l'autre dirigeant encourra uniquement entre guillemets, une révocation et un engagement de sa responsabilité, si cela a causé un préjudice à la société. Pour finir, abordons maintenant la question de la responsabilité des dirigeants. 3 responsabilités sont envisageables. Tout d'abord, la responsabilité civile, et puis nous verrons ensuite la responsabilité pénale et la responsabilité fiscale. D'abord, la responsabilité civile. Pour cela, pour cette étude, nous allons faire une sous-distinction entre la responsabilité civile qui sera engagée par la société et les associés, dans lequel la société et les associés chercheraient à engager la responsabilité de leurs dirigeants, et puis ensuite nous verrons les tiers. Une société ou des associés peuvent engager la responsabilité civile d'un dirigeant. Pour cela, 3 conditions sont nécessaires. Tout d'abord, une faute qui doit constituer soit en une faute de gestion, une faute dans la gestion de la société, c'est-à-dire le dirigeant a conclu des contrats qui s'avèrent être extrêmement défavorables à la société. Un dirigeant a commis une faute, n'a pas respecté les termes d'un accord et a engagé donc la responsabilité de la société. Un dirigeant s'est publiquement rendu coupable de faits qui ternissent l'image de la société. On peut ici y voir une faute de gestion. Ensuite, autre cas de figure, la violation des statuts constituerait aussi une faute pouvant engager la responsabilité de son dirigeant. Enfin, la violation d'une loi ou d'un règlement que le dirigeant devait respecter. À côté de cette faute, il faut bien sûr un préjudice qui serait subi par la société ou par les associés, et un lien de causalité. Alors, lorsque le préjudice est subi par la société, 2 actions sont possibles. L'action ut universi est celle la plus classique, qui est prévue qui est menée par le dirigeant contre la société. Le problème est que, vous vous rappelez qu'on est en train de parler de responsabilité des dirigeants. Il est donc peu probable que le dirigeant agisse contre lui-même, s'assigne lui-même au nom et pour le compte de la société. Cette action universitaire, en fait, elle n'est envisageable que lorsqu'il y a une pluralité de gérants, pluralité de dirigeants, ce qui est possible. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul dirigeant, l'action universitaire sera généralement fermée. C'est pourquoi le législateur a prévu une deuxième action, une action ut singuli, qui est beaucoup plus originale, car l'associé n'a pas vocation à représenter la société. Et bien là, exceptionnellement, on reconnaît la possibilité aux associés d'agir et de substituer au dirigeant pour agir au nom et pour le compte de la société contre le dirigeant pour obtenir l'indemnisation de la société. À côté de cette action, existe une action personnelle, individuelle à l'associé qui aurait subi un préjudice personnel. Attention, dans ce cas-là, il faut également une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais la jurisprudence est extrêmement sévère à l'égard en ce qui concerne l'existence du préjudice. En effet, la jurisprudence exige que le préjudice soit propre à l'associé et ne découle pas de celui de la société. Par exemple, une mauvaise gestion du dirigeant qui aurait conduit la société à avoir de mauvaises situations financières, ce qui aurait eu pour conséquence de dévaluer les titres sociaux détenus par un associé, ne constitue pas, pour la jurisprudence, un préjudice propre à l'associé. Ce n'est qu'un préjudice subi par la société dont découle une situation négative pour l'associé. Donc ça ne suffit pas. Donc vous voyez que la jurisprudence est très sévère. En revanche, elle a pu considérer qu'était un préjudice propre à l'associé le fait, par exemple, que le dirigeant ait menti à l'associé pour l'inciter à participer à une augmentation de capital alors que la société allait mal. On a vu ici les juridictions qualifier l'existence d'un préjudice propre. La responsabilité civile, maintenant, peut aussi être engagée, les responsabilités du dirigeant, à l'égard des tiers.
Ici, la jurisprudence est un peu plus sévère. Puisqu'une simple faute ne suffit pas, il faut ici une faute détachable des fonctions, comme nous l'a dit la Chambre commerciale dans un arrêt du 20 mai 2003. Il s'agit d'une faute qui est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Vous voyez donc ici qu'on a quand même un degré de gravité et une intention qui est exigée qu'on ne retrouvait pas dans la responsabilité civile à l'égard des associés. Cela se comprend parce que en matière de responsabilité civile à l'égard des associés et de la société, on justifie la souplesse de la jurisprudence parce que le dirigeant doit, dans le cadre de sa mission, rendre des comptes à la société, rendre des comptes aux associés. Or, ces comptes ne doivent pas être rendus à l'égard de tiers. D'où la difficulté. Dans l'arrêt 2003, pour illustrer ce que serait une faute détachable, dans l'arrêt 2003, la jurisprudence a sanctionné le dirigeant qui avait cédé 2 fois des créances que détenait la société à 2 personnes différentes. Donc, elle a cédé 2 fois les mêmes choses. Bon. À côté de cette faute détachable, il faut également un préjudice et un lien de causalité de manière classique. À côté de cette responsabilité civile, il existe une responsabilité pénale que le dirigeant peut engager dans 2 hypothèses. La première hypothèse sera couvrira les infractions commises personnellement par le dirigeant dans le cadre de l'activité sociétaire, par exemple l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux lorsque le dirigeant se sera servi dans le patrimoine de la société à des fins personnelles. Et puis, autre hypothèse auquel on pense peut-être moins, le dirigeant engage sa responsabilité pénale pour des infractions dont il doit répondre en qualité de chef d'entreprise. Par exemple, le dirigeant doit, dans les domaines économiques et sociaux, doit respecter la réglementation en matière de travail, en matière de transport, en matière des prix, en matière de consommation, d'hygiène, de sécurité. Dans ces hypothèses-là, il peut commettre des infractions qui l'engageront personnellement. Attention, le dirigeant peut s'exonérer de cette responsabilité pénale s'il arrive à prouver qu'il avait délégué de manière effective ses pouvoirs à une tierce personne et que c'est dans le cadre de cette délégation qu'ont été commis des infractions. Enfin, dernier point concernant cette responsabilité et concernant le statut des dirigeants, ce point sur les dirigeants, voyons la responsabilité fiscale. Le dirigeant peut ponctuellement être déclaré solidairement responsable du paiement de 2 choses. D'abord, de l'impôt sur les sociétés, en cas de manœuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt dû par la société. Ça, c'est l'article L267 du livre des procédures fiscales qui nous le dit. Et puis, le dirigeant pourra également être tenu solidairement responsable avec la société du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société en cas de condamnation pour travail dissimulé. Si par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations sociales, il a rendu impossible le recouvrement de ces cotisations, contributions et sanctions. Et ça, c'est l'article L243-3-2 du Code de la sécurité sociale qui nous le dit. Voilà pour les grands traits des dirigeants que nous reverrons ensuite individuellement lors de l'étude des formes sociales.